Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Tout de suite, les titres. La section lycée-collège de Niamey et Lyonoun face à la presse, les deux structures se sont penchées sur des questions académiques et la situation sociopolitique du pays. Les deux déclarations dans ce journal. 10 ans, ça se fête. Le parti RSD Gaskia a célébré le week-end écoulé dans son fief Maradi, son 10e anniversaire. Retour sur les moments forts de cette manifestation dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Dans la série des présentations des vœux du Nouvel An, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu cet après-midi au palais de la présidence les centrales syndicales et acteurs de la société civile. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Adam Soumana et Sadoumi. La famille de la société civile nigérienne dans son ensemble ainsi que les militants des centrales syndicales se sont retrouvés à cette occasion pour présenter leurs vœux les meilleurs au président de la République. Des vœux qui sont exprimés en ces termes. Comme nous l'avons souhaité au président de la République, nos vœux au niveau du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE, pour tout le peuple nigérien et pour tous les autres qui sont au Niger, nous leur souhaitons une année de paix, de succès et de bonheur. Et surtout, une année où les droits de l'homme connaîtront plus, n'est-ce pas, de respect, et où une année où la démocratie, et j'allais dire en un mot où les acquis de la démocratie seront consolidés. Nous, nos vœux les plus chers, c'est que l'école nigérienne retrouve ses lettres de noblesse et nous ne doutons pas que ces engagements-là seront tenus. Surtout, nous lançons également un appel à son Excellence pour que ce qui a été signé avec le CEPRAS puisse être tenu comme engagement. C'est là pour le moment nos réactions à chaud par rapport à nos vœux. Et nous osons espérer que à partir de 2014, puisque le gouvernement même a fait de l'année 2014 l'année de l'éducation, que les problèmes de l'éducation seront résorbés à jamais. C'est comme les vœux classiques, c'est les vœux de bonne santé, les vœux de réussite, les vœux de bonne chance pour le président de la République, mais également pour sa famille, pour tous ceux qui lui sont chers. Donc, je veux dire par là, le peuple nigérien. Donc, en gros, c'est pourquoi nous sommes là, pour présenter ce vœu au président de la République. Au président de la République, les vœux les plus chers pour lui, sa famille et tous ceux qui lui sont chers. Mais aussi pour la nation nigérienne, parce que nous souhaitons que l'année 2014 soit une année de paix, de bonheur, de santé surtout. Car le droit à la santé, le droit à la vie tout court, le droit d'aller et revenir, ce sont des noyaux durs que nous défendons chaque jour au niveau de l'ANDH. Et c'est cela que nous souhaitons pour le peuple nigérien et à sa tête, le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou. Prions Allah le Tout-Puissant pour que ce vœu soit exaucé afin que règne la paix sociale au Niger, gage de tout développement. La Maison de la Presse a organisé aujourd'hui une journée d'échange sur une étude intitulée « Viabilisation économique des médias audiovisuels nigériens ». Il s'agit d'un travail effectué par un expert à la matière grâce au soutien donc de l'Union européenne. Objectif aider les médias nigériens à trouver des pistes pour épater le maximum d'annonceurs. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du CC et de plusieurs invités. Il est fâcheux de voir que malgré les avancées en matière de la liberté de la presse, les médias nigériens végètent dans une précarité financière.
Une situation incompréhensible qui a amené la maison de la presse à solliciter un expert avec l'appui de l'Union européenne. Michel Collin a mené une étude sur la viabilisation économique des médias audiovisuels nigériens qu'il a restitué aux responsables. L'Union européenne, je dirais, a pu recruter pour nous un consultant, un expert dans le domaine qui a travaillé dans beaucoup de pays africains, qui a mis en place des régies publicitaires. Alors il est venu le mois dernier d'ailleurs, nous avons fait un peu le tour des principales télévisions et radios du pays. Et après, son diagnostic est assez quand même, je dirais, intéressant parce qu'il s'est rendu compte, et nous-mêmes nous sommes rendus compte que nous n'avons pas en réalité de services commerciaux, il n'existe pas de régie publicitaire au Niger. Alors que les opportunités sont là, donc les télévisions et les radios peuvent se faire assez d'argent, mais il faudrait qu'ils mettent en place des structures dans ce domaine et notamment des agents compétents, mais aussi savoir mener des offensives. Donc là, cette journée est essentiellement axée sur cette restitution, mais aussi sur des exemples de réussite un peu partout en Afrique. Donc vous avez suivi avec nous l'exposé. Et à partir de demain, nous allons passer à une seconde phase, c'est ce qu'on appelle la formation in situ. C'est-à-dire que le consultant va se déplacer dans 4 principaux groupes de radio-télévision où il aura sur le terrain à travailler avec les services commerciaux, à aller rencontrer même des clients pour que nos différents services commerciaux sachent comment est-ce qu'il faut aborder un client, comment est-ce qu'il faut l'accueillir quand il vient. Donc c'est tout cela que nous sommes en train pendant toute une semaine, en tout cas nous allons mettre l'accent là-dessus afin que nos entreprises de presse puissent vivre. Le constat est amer. Les médias audiovisuels nigériens sont encore à la traîne dans la recherche de ressources financières par le biais de la publicité. Le Conseil supérieur de la communication a déploré la fragilité économique des médias audiovisuels nigériens. Une vérité ressortie dans l'étude. Au cours de cette étude, il est clairement ressorti que les médias nigériens n'ont pas une assise économique et financière solide et que cette fragilité sur le plan économique a des répercussions sur l'indépendance financière, laquelle a aussi des effets sur la liberté éditoriale. Donc si nous voulons agir de manière structurelle et structurante, le consultant Jocelyn Grange avait recommandé de faire un travail de fond en vue de rendre les médias beaucoup plus viables sur le plan économique. Le Conseil supérieur de la communication se réjouit que l'Union européenne ait pu concrétiser cette recommandation. Il se réjouit que la maison de la presse s'est engagée pour accompagner donc cette étude. Il se réjouit également que les médias aient trouvé eux-mêmes de l'intérêt à ce que leur viabilité économique soit renforcée. Devant la floraison des médias audiovisuels, il incombe aux différentes parties de pousser des réflexions afin que les médias nigériens soient de vraies entreprises de presse. De vraies entreprises de presse pour mettre les journalistes à l'abri de toute tentative. Et cela passe aussi par l'adoption de la convention collective interprofessionnelle des médias. L'actualité politique, le Rassemblement social démocrate RSD Gaskia a célébré le samedi dernier à Maradi, la capitale économique du Niger, le 10e anniversaire du parti autour du thème 10 ans, la lutte continue. Une célébration qui a vu la participation de milliers de militants et militantes venus des régions de notre pays. Le compte rendu de nos envois spéciaux, Mamoud Saleh et Souley Boubacar. Ils sont nombreux les militantes et militants du Rassemblement social démocrate RSD Gaskia, venus de tous les 4 coins du Niger à prendre part aux festivités marquant le 10e anniversaire du parti sous le thème « La lutte continue ». Dans son mot qu'il a prononcé, le président du comité d'organisation a indiqué que leur ambition c'est de faire du RSD Gaskia un grand parti à travers l'éducation et la promotion de la jeunesse. Notre ambition légitime de faire du RSD Gaskia un grand parti, je veux dire le plus grand parti de ces pays est bien possible,
car le RSD Gaskia fait de l'éducation et de la promotion de la jeunesse nigérienne son leitmotiv. Aussi, pourquoi nous sommes convaincus que par la volonté d'Allah, la région de Maradi va donner au RSD un groupe parlementaire aux prochaines législatives. Monsieur le Président, le RSD a 10 ans. 10 ans, c'est presque insignifiant dans la marche d'une organisation comme la nôtre ou dans la construction d'une nation. Mais il est évident que par votre leadership déterminé et visionnaire, vous avez conduit le RSD Gaskia sur le bon chemin, celui de la défense de l'intérêt national et des valeurs démocratiques et républicaines. J'ai encore en mémoire vos propos face à la résistance de certains camarades qui n'avaient pas compris l'enjeu d'un tel choix. Je cite, « Un pays, il faut un homme déterminé, visionnaire et cohérent. Je connais Issouf, c'est un homme fidèle, déterminé, sincère et cohérent. Même si nous allons perdre les élections, je préfère que le RSD soit dans l'opposition avec lui. » Le président du parti, Chefou Amadou, n'a pas manqué de remercier le comité d'organisation qui a su mobiliser des milliers de militants venus des 8 régions du pays pour célébrer le 10e anniversaire du parti RSD Gaskia. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole aujourd'hui à Maradi pour fêter le 10e anniversaire du parti RSD Gaskia. Maradi qui a produit le premier soutien de ce parti. Maradi aujourd'hui que nous constatons est devenue une ville transformée, une ville assainie, une ville embellie, une ville modernisée. Ceci, bien sûr, grâce à vous, ma pensée va particulièrement au conseil de ville de Maradi. Conseil de ville qui très tôt nous a fait confiance en confiant la présidence de cette ville à un jeune militant, un militant de talent, un militant volontariste que vous connaissez et qui aujourd'hui, par son action et appuyé par vous tous, est en train, comme je l'avais dit tantôt, de transformer cette ville en une ville moderne qui devient non seulement le poumon économique, mais une perle parmi les villes de notre pays. Merci encore. Félicitations au président de la ville de Maradi, notre frère Mokhtar Kassoum. Cette manifestation a été sanctionnée par un communiqué du bureau politique national dans lequel le vice-président du parti n'a pas manqué de réaffirmer avec détermination leur appartenance à la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN. Sur le plan politique, notre parti saisit cette occasion pour réaffirmer avec force et détermination son appartenance à la mouvance de la renaissance du Niger, MRN, alliance contractée librement et souverainement pour aider le président Issoufou Mahamadou à conquérir et à exercer le pouvoir d'État. Doit-on le répéter, le RSD Gaskia est un allié naturel du PNDS Taraya et de tous les partis progressistes parce qu'ayant, comme lui, l'originalité d'appartenir au socialisme démocratique. Cette alliance n'est donc pas opportuniste, mais plutôt une alliance de raison pour servir le Niger et non se servir. La preuve est que nous n'avons jamais boudé notre faible niveau d'implication dans la gestion gouvernementale, malgré notre forte contribution à la conquête du pouvoir et notre constante loyauté. Après les manifestations commémorant le 10e anniversaire du parti, le président Chefou Amadou a rencontré en audience les présidents des 8 régions du pays. A noter aussi que le bureau politique national a décidé d'organiser désormais l'anniversaire du parti dans les capitales régionales de façon tournante.
Retour à Niamey avec ce communiqué de presse d'une autre formation politique, c'est l'Union des Nigériens indépendants unis. L'UNI qui suit de près et avec intérêt les négociations engagées entre l'État du Niger et la société publique française Areva sur les contrats miniers Cominac et Somaïr venus à terme le 31 décembre 2013. L'UNI exhorte le gouvernement au premier chef, le président de la République, à continuer à défendre les intérêts du Niger et ce, conformément à la Constitution. La souveraineté de notre pays ne saurait souffrir d'une quelconque transaction complaisante sur des questions nationales. Les prises de position du nouveau président du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur, tendant à déclarer inapplicables des lois de la République selon, avant toute approbation, présage d'un avenir tumultueux pour notre pays selon l'UNI. En tout état de cause, les lois et règlements de la République doivent être scrupuleusement respectés, et ce, en particulier pour la circonstance, la loi minière 2006 dans son intégralité. Toute application sélective ou en deçà de cette loi engendrera inévitablement la remise en cause en cascade des autres contrats précédemment souscrits sous l'empire de cette loi et peut être considéré comme une violation du serment coranique du président de la République. Que Dieu veille sur le Niger et son peuple. C'était là un communiqué de presse de l'Union des Nigériens indépendants signé son président Amadou Jibo Ali Dimax. La situation scolaire, la section lycée et collège de la région de Niamey a, comme vous le savez, suspendu les cours pendant 48 heures. Un mouvement justifié pour plusieurs raisons développé ce matin au cours d'un point de presse animé par les dirigeants donc de la structure des scolaires. La synthèse de ce point de presse avec notre reporter Nafisa Sakou. Les scolaires se mobilisent pour un combat pour l'amélioration de leurs conditions d'études. Pour ce faire, ils ont tenu un point de presse pour rappeler au gouvernement les revendications faites dans le mois de décembre 2013 qui restent sans solution. En mois de décembre, les scolaires de la région de Niamey ont engagé des mouvements pour revendiquer des tables-bancs, des classes et des enseignants. Par rapport aux classes, nous avons eu satisfaction. Par rapport aux tables-bancs, c'est là où le besoin est crucial. Si vous faites le tour des établissements, vous allez trouver des classes construites, mais sans table-banc. Les camarades prennent les cours à même le sol. Par rapport aux enseignants, nous avons un besoin dans les matières scientifiques, notamment maths, PC, SVT et EPS. Nous avons un besoin de 56 enseignants en mathématiques pour la région de Niamey, et un besoin de 20 en physique-chimie, et un besoin de 70 en EPS. Après le mouvement, au niveau de la direction régionale, ils ont recruté les enseignants, ils nous ont donné la fiche qui montre que ces enseignants-là ont été affectés. C'est hier, après notre mouvement de 48 heures, les enseignants ont été affectés dans leurs différents états de les inspections. À travers ce point de presse, la section lycée et collège appelle les enseignants nouvellement recrutés de prendre fonction dans les jours à venir. Les 48 heures que nous venons de lancer, c'est un avertissement, nous sommes en train d'avertir les autorités en charge de l'éducation que dans les jours à venir, si nous constatons dans nos différents établissements que nos camarades sont en train de prendre les cours à même les sols, tout ce qui adviendra, ils assumeront les conséquences. Nous lançons encore un appel à l'égard des enseignants-là, de ces enseignants, vraiment de prendre fonction, afin vraiment que nos camarades qui n'ont pas eu la chance d'effectuer la rentrée à temps, qu'ils puissent avoir une formation de qualité pouvant les permettre de passer dans les classes supérieures. La section lycée et collège interpelle la commission chargée de l'organisation des examens du baccalauréat de prendre des mesures pour bien organiser les examens à venir.
Pour sa part, le comité exécutif de l'Union des étudiants de l'université Aboumouni Diofo de Niamey a rendu public une déclaration cet après-midi. Le CE de Lyonoun s'est penché sur la situation académique de l'université, mais aussi sur la situation sociopolitique nationale. La teneur de cette déclaration avec le secrétaire général de Lyonoun, Younousi Abdrahman. De la situation socio-académique, le comité exécutif de Lyonoun constate avec indignation le refus des autorités académiques qui, malgré toutes les démarches menées par Lyonoun, en vue de réparer l'injustice née de l'exclusion injustifiée des camarades détenteurs de la licence qui veulent accéder au master à la faculté de lettres et sciences humaines, notamment au département de géographie et de sociologie, où sur 398 étudiants licenciés, seuls 104 sont autorisés à s'inscrire en master en excluant de fait des étudiants qui ont 12 de moyenne, tandis que l'année passée, 11 de moyenne étaient exigés pour y accéder. Le comité exécutif dénonce avec fermeté le laxisme des autorités politiques à faire exécuter le contrat de construction du bâtiment R+D, dont la pose de la première pierre a eu lieu le 15 mai 2009. Malgré l'engagement pris par le Premier ministre sur la date de la réception qu'il a annoncé librement, à savoir début janvier 2013. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2014 et même la finalisation du chantier est renvoyée au calendrier grec. Le comité exécutif dénonce avec la dernière énergie le traitement réservé aux étudiants ayant déposé la réclamation de l'aide sociale pour le compte de l'année académique 2012-2013. Le comité exécutif de Lyonoun constate qu'après le dépôt de la plateforme revendicative le 17 décembre, les négociations tardent toujours à débuter. De la situation socio-politique nationale, le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Aboumouni de Niamey constate avec indignation l'incapacité des autorités politiques à imposer un comportement à la société Areva. Pour un partenariat gagnant-gagnant, en témoigne toute l'opacité qui entoure les négociations entre l'État du Niger et la société française Areva. Le comité exécutif dénonce avec la dernière énergie l'insolence de la société Areva vis-à-vis du peuple nigérien qui reste le seul et unique propriétaire des ressources naturelles du Niger, comme le stipule la Constitution du 25 novembre 2010 en son article 148. Le comité exécutif constate avec consternation l'indifférence de toute la classe politique, tous bords politiques confondus, vis-à-vis des préoccupations essentielles du peuple nigérien qu'elle prétend pourtant défendre. Il lance un vibrant appel à toute la jeunesse nigérienne en vue d'une mobilisation générale pour imposer un comportement à cette classe politique nigérienne sans vision et qui a brillé par son incapacité à mettre en œuvre de véritables programmes de relance économique de la conférence nationale souveraine à nos jours. À la lumière de tout ce qui précède, il ressort, camarades militantes et militants de Lyonoun, que seul un choix s'impose à nous, et ce choix, c'est celui de la lutte permanente. C'est pourquoi nous demandons à l'ensemble des militantes et militants de Lyonoun de se mobiliser davantage en vue des éventuelles actions de protestation que nous serons appelés à mener au nom de l'intérêt de l'étudiant nigérien à l'université Aboumouni de Niamey, au nom de l'intérêt de notre institution qu'est l'université Aboumouni de Niamey et de l'intérêt du peuple nigérien tout entier. De même, le comité exécutif de Lyonoun ne se sent lié à aucun protocole d'accord par rapport auquel il n'a pas participé. Vive l'ISN, vive Lyonoun, tous unis nous vaincrons, la lutte continue. Autre grogne, celle des enseignants au spécial A et B. Eux aussi, ils ont des problèmes jusque-là non résolus par les autorités. Ce matin, les enseignants au spécial A et B étaient dans les locaux du CEPRAS à qui ils ont demandé un soutien dans leur combat. Précision avec notre reporter Asmar China. Il
Ils étaient hier au SNEN, aujourd'hui au siège du CEPRAS. Les enseignants admis au spécial A et B cherchent un soutien fort pour sortir du problème auquel ils sont confrontés. Mieux, ils veulent que tous les syndicats du secteur de l'éducation fassent un front commun pour combattre le décret d'annulation du spécial A, une décision des autorités en charge de l'éducation. Nous nous sommes dit que si tous nos syndicats du secteur de l'éducation peuvent être déterminés comme nous le sommes, nous sommes convaincus que notre situation sera réglée définitivement. Parce qu'il ne s'agit pas de régler seulement la situation de promotion de 2012 et 2013, mais de réguler administrativement la question du spécial A. Voilà, c'est ce qui nous a amenés. Et nous avons montré au CEPRAS aujourd'hui notre mobilisation, la capacité que nous avons de les accompagner sur toutes les luttes qu'ils auront à mener sur les problèmes du secteur de l'éducation en général. Et particulièrement sur celui du spécial A et B de la promotion 2012 et 2013 qui nous concerne. C'est quoi la voie normale? Lorsque dans la voie normale consiste à faire signer mes papiers par mon supérieur hiérarchique immédiat. Aujourd'hui, quand tu prends un directeur d'école, dans son école, il est le représentant direct du ministre de l'Éducation nationale. Tu as fait une demande, ton directeur d'école d'abord a signé, ton inspecteur a signé, quelque part même les directeurs régionaux ont signé. Quelle est l'illégalité? Quelle est l'illégalité ici? Pour le CEPRAS, les enseignants du spécial A et B ont tapé à la bonne porte. Nous estimons que vous qui êtes là, vous avez suivi la voie régulière, parce que l'administration, l'arrêté qu'elle a signé, elle ne l'a pas porté à la connaissance des inspecteurs et la DRH n'a rien fait pour son application. Donc nous, au nom du CEPRAS, nous nous engageons non seulement à faire en sorte que les salaires ne soient pas coupés, vous êtes des agents de l'État en formation. Lorsque vous allez finir cette formation-là, ce n'est pas pour aller servir dans vos champs ou pour servir vos parents, c'est pour servir l'État nigérien. Ça c'est d'un. Et deuxièmement, la question du spécial A et du spécial B, elle ne peut pas être supprimée comme ça. Parce que l'esprit c'est quoi? Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des années 74. C'est pour permettre à tous ceux qui ont d'autres cursus que le bac, qu'ils puissent aussi aller faire des études universitaires. Cette question mérite d'être réglée dans le meilleur délai afin que l'année scolaire 2013-2014 soit véritablement une année de l'éducation, comme l'ont décrété les autorités de la 7e République. Dans un entretien qu'elle a accordé à la télévision Labari, la présidente du Conseil national de transition de la Guinée-Conakry a condamné la situation qui prévaut actuellement en Centrafrique. Rabiatou Serra Diallo a déploré ce qui se passe dans ce pays. Un extrait avant de la retrouver en partie magazine sur plusieurs sujets d'actualité. C'est très déplorable. J'avoue, c'est très déplorable. J'ai le cœur qui saigne parce que quand je vois on perd des enfants, des femmes sont violées, il y a des destructions, il y aura une répercussion pas seulement dans leur pays, mais ça va avoir une répercussion dans tout le continent africain. Donc j'aurais souhaité qu'on se ressaisisse aujourd'hui à tous les niveaux, que les chefs d'État africains ou en tout cas les décideurs à tous les niveaux se concertent pour voir comment pallier à tout cela. Avant qu'on ne demande aide à d'autres, on concède nous-mêmes. Quand on te lave le dos, arrive à te laver le ventre. Et pour ça, je pense que nous avons vraiment des solutions. Ne pas oublier notre propre culture. Parce que là aussi ça aide. Nous avons une culture de paix, nous avons une culture de tolérance. Et il faut que cela soit compris à tous les niveaux. Mais toutes ces destructions ou bien ces tueries, verser le sang humain, ça va nous amener où? Ça approfondit la pauvreté. Ce sont d'abord les travailleurs et leurs familles qui vont en pâtir. Donc moi, vraiment, j'ai mal au cœur, j'ai le cœur serré. Ce n'est pas mon souhait et je souhaite réellement que cela, on puisse trouver des solutions pour que ce pareil violence puisse cesser dans le continent africain. Rendez-vous en fin du journal pour suivre l'intégralité de ce
entretien. Dans l'actualité internationale, l'Indonésie, pays qui détient le record mondial du nombre de volcans en activité, et parmi eux le Sinabung qui a déjà fait des victimes. Derrière cet immense nuage de cendres, le volcan Sinabung. Depuis 9 jours, ces éruptions se font de moins en moins espacées, de plus en plus violentes. Des flots de lave et de roches incandescentes projetés jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Une malédiction pour ces habitants du nord de Sumatra. De nombreuses maisons se sont effondrées, des arbres sont tombés et nos jardins ont été endommagés. On ne peut pas faire de récolte, tout est détruit. Aux alentours du volcan, une épaisse couche de cendres recouvre la plupart des champs et des habitations. Si certains tentent à tout prix de sauver leurs biens, d'autres ont choisi de fuir la zone. Plus de 20 000 personnes ont déjà été évacuées. Le nombre des déplacés augmente chaque jour. On leur propose de nouveaux logements, mais ils préfèrent rester avec la famille, avec des voisins ou des amis proches. Pour l'instant, on a déjà mis en place 11 nouveaux abris temporaires pour les gens. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, l'archipel indonésien est le pays qui compte le plus de volcans en activité au monde, 129 au total. En 2010, l'éruption du Merapi, un volcan situé sur l'île centrale de Java, avait provoqué la mort de 350 personnes. Le Cambodge célèbre aujourd'hui les 35 ans de la chute des Khmers rouges. 35 ans après le génocide, les Cambodgiens peinent à trouver une unité. Le pays est loin d'être apaisé. Souvenir d'une libération, ce mardi au Cambodge, on fête le 35e anniversaire de la chute du régime Khmer Rouge. Des années d'oppression impitoyable qui aboutirent à un véritable génocide, plus de 1,5 million de morts. Le 7 janvier 1979, les premiers blindés vietnamiens pénétraient dans Phnom Penh, la capitale, avec Hun Sen, toujours là, et Premier ministre depuis près de 3 décennies. Pour le CPP, parti au pouvoir, il n'y a pas de raison de changer. Le parti du peuple cambodgien fera tout pour défendre la constitution et le gouvernement royal du Cambodge qui a été formé à la suite d'une élection. Le parti est sur la défensive. Il semblerait que de nombreux Cambodgiens aimeraient au contraire du changement. En témoigne l'agitation qui prévaut dans le pays depuis plusieurs mois et qui a culminé la semaine dernière. Une nouvelle manifestation des ouvriers du textile dans les rues de Phnom Penh a fait au moins 3 morts. La police militaire aurait tiré sur les manifestants. Leurs revendications salariales sont soutenues aujourd'hui par l'opposition. Nous sommes en contact avec des syndicats du monde entier pour condamner les violences contre les travailleurs. Sam Rainsy, le chef de l'opposition, se bat depuis juillet sur un autre front. Il conteste les résultats des législatives qui ont vu une fois de plus la victoire du CPP. Et son mouvement a déjà réussi à mobiliser en masse. Inquiète de ces convergences de lutte, les autorités interdisent désormais et jusqu'à nouvel ordre les manifestations, quitte à intervenir par la force. Le régime semble déterminé à maintenir l'ordre et son pouvoir. Rien ne doit perturber la fête d'une libération qui, pour beaucoup de Cambodgiens, n'a pas tenu ses promesses. Comme annoncé, place à la partie magazine de ce journal consacré à l'entretien que nous a accordé la présidente du Conseil national de transition de la Guinée-Conakry, Rabiatou Diallo. Bonne réception, bonsoir. Je voyais la nation en face de moi et je ne suis pas choisie. C'est toutes les forces vives qui ont accepté de m'amener à la tête du Conseil national de la transition. J'avoue qu'il y avait des velléités, tout le monde n'était pas d'accord. Certains ont dit que non, elle est incapable, d'abord elle n'est pas lettrée. Ensuite, ils ont dit non, les accords de Ouaga parlaient des religieux. Il faut que ce soit un religieux et non pas un syndicat. Mais ils oublient que les accords de Ouaga ont parlé des religieux. Mais ils n'ont pas dit un chef religieux. Donc, puisque moi aussi j'ai une religion, je pouvais y être. Ils oublient aussi que la femme au pouvoir, ce n'est pas le monde à l'envers. Donc, il y avait des défis à relever pour qu'on démontre qu'on peut confier des responsabilités aux femmes. Et c'est pour ça que toutes les femmes se sont mobilisées, les jeunes se sont mobilisés parce qu'ils me faisaient confiance. Les partis politiques même se sont mobilisés, les religieux, tous
le monde était d'accord qu'on me confie la tête de la transition, et aujourd'hui je ne le regrette pas parce que la formation syndicale que j'ai pu obtenir, j'avoue que cela m'a beaucoup aidé à pouvoir gérer 159 conseillers qui sont venus de tous les bords des partis politiques, secteur informel, magistrats, femmes, jeunes et vieux et religieux. Mais le dialogue, avoir le dos large, avoir une oreille attentive à tout le monde, écouter tout le monde et voir ce qu'il est bon pour la nation, voir mettre la nation en face, privilégier le dialogue à la place des violences. Donc ne pas être égoïste, lutter pour la nation, pour libérer le pays sur le plan social, sur le plan économique. Et cela, ça a été une réussite parce que nous avons trouvé par exemple des lois de ratification qui dormaient dans les tiroirs depuis 2000, qu'on a sorti, qu'on a pu, en dehors de la lettre de mission qui nous était assignée par les accords de Ouagadougou, nous avons pu voter ces ratifications, et c'est des lois ordinaires, des lois organiques qui ont pu, en tout cas sur le plan, sur l'arène internationale, aider le pays. Et le fait que nous ne nous occupons pas aussi de réformes des secteurs de sécurité, mais les lois qu'on a adoptées à ce niveau ont pu aider l'exécutif à se pencher et à régulariser les réformes au niveau du secteur de sécurité. Et ça nous a aidé aussi avec les bailleurs de fonds, avec la Banque mondiale et le FMI, à atteindre le PPTE. Donc, je dis que vraiment dans l'ensemble, le bilan, il est vraiment positif, même si tout n'a pas été rose, malgré qu'il y a eu des difficultés, malgré les violences que nous regrettons, des destructions, des tueries, mais qu'à cela ne tienne, le bilan quand même au niveau du CNT a été un bilan positif. Les réformes au sein des secteurs de sécurité, ça a été une bonne chose. Le fait que des lois ont été adoptées et que nous puissions voter le budget à temps, conformément aux règles internationales, qui nous a amené à obtenir le PPTE, c'était des bonnes lois. Sur le plan CEDEAO et sur le plan africain aussi, il y avait des ratifications des conventions, ou alors avec la BAD, et aussi la liberté sur la presse, et aussi l'indépendance de la justice, pour ne citer que cela. Mais il y a eu une autre loi qui nous a amené, une loi organique qui nous a amené à aller vers les législatives. C'est la mise en place de la CENI. Donc nous avons voté cette loi organique. Au départ, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que les partis politiques, l'exécutif, tous voulaient d'une CENI politique. Or, nous, au CNT, après investigation de la sous-région, de l'expérience d'autres pays, on voulait plutôt une CENI technique. Mais on vote une loi pour reconforter, pour qu'elle soit applicable. Donc nous avons, après concertation, nous avons tenu compte de la position des uns et des autres, surtout les partis politiques qui vont compétir. Donc nous avons voté cette loi organique pour la mise en place de la CENI qui nous a amené aujourd'hui à l'élection des législatives. Donc Madame la Présidente, dans les textes que vous avez adoptés, y a-t-il des dispositions que vous avez préconisées pour un peu faire face à la prise de pouvoir par la force? Je vous dis, la constitution guinéenne, elle est vraiment bien ficelée. Et parce que toute cette lutte aussi, c'est pas parce qu'on ne veut pas des militaires, non, pas ça, mais ils sont venus d'abord des familles civiles avant d'être militaires. Mais aujourd'hui, les conditions, si nous voulons que la Guinée soit au même niveau sur l'arène internationale, les sanctions qui sont prises aujourd'hui, c'est parce qu'on ne veut plus des régimes militaires. Et les gens ne voulaient plus des régimes militaires. Nous, on ne les rejette pas.
mais qu'ils comprennent voici ce qui peut être reconfortable pour le pays et pour que nous soyons vraiment au même niveau que les autres nations. Parce que la Guinée est membre du système des Nations Unies, la Guinée est membre de l'Union africaine, de la CEDEAO. Donc on ne peut pas aujourd'hui évoluer isolément, il faudrait donc qu'on ait un pouvoir civil. Et Dieu a exaucé nos vœux, nous avons un pouvoir civil aujourd'hui en République de Guinée. Dadis Camara, ce qu'il devient, c'est qu'il vit, il se porte bien, il est au Burkina Faso. Je ne peux pas tellement vous répondre des conditions dans lesquelles il s'est retrouvé au Burkina, mais je dis même récemment, il a perdu sa mère, paix à son âme de sa mère, c'est notre mère à nous tous. Il est venu en Guinée pour participer aux obsèques de sa mère. Donc ça c'est un autre volet. C'est un autre volet auquel je ne souhaite pas tellement m'étendre là-dessus, parce que avant tout, nous sommes tous des Guinéens, que tu sois militaire, que tu sois gendarme ou policier ou civil, on est avant tout Guinéens et notre préoccupation, c'est aller de l'avant, c'est vraiment changer la République de Guinée pour que la Guinée puisse avancer, parce que la Guinée n'est pas pauvre, on nous a rendus pauvres. Pour que nous puissions exploiter le développement dans notre pays, pour que ça puisse servir, que les richesses du pays soient partagées entre riches et pauvres. Donc pour ça, il faut que toutes ces entités, qu'on puisse se donner la main, qu'on ne voit pas un homme en face ou quoi que ce soit, mais plutôt qu'est-ce qui est bien pour le peuple de Guinée aujourd'hui. Et c'est dans ce sens que, en tout cas, nous, au niveau du CNT, nous avons toujours évolué et parallèlement au-delà de la mission qui nous a été dévolue, confiée, nous sommes partis au-delà pour préparer la rentrée des députés, pour les aider, parce qu'il y aura des nouveaux députés. Aujourd'hui, on a, au lieu de 6 mois, on a fait 4 ans, donc on a une expérience. Et nous avons trouvé que les travailleurs parlementaires n'ont jamais, depuis l'indépendance, n'ont pas eu de statut. Nous avons pu adopter le statut des travailleurs parlementaires, ce qui est aussi vraiment réconfortable. Nous avons durement travaillé avec l'Union africaine, avec l'Union européenne et avec l'appui technique du Parlement français sur tous ces dossiers pour pouvoir accompagner, déblayer le chemin pour la future Assemblée, parce que c'est le deuxième pilier. Mais n'oubliez pas aussi, dans notre constitution, il y a la séparation des pouvoirs. Donc chacun joue son rôle et c'est une question de complémentarité quand chacun joue son rôle pour que, au finish, que c'est la nation qui profite, c'est le peuple qui profite. La démocratie guinéenne, elle se porte bien. Vous avez vu les dernières élections, les résultats ont fait que personne ne pouvait croire que la mouvance présidentielle a eu 53 députés et celui qui a suivi a eu 47 députés. Donc, vous voyez la différence. Donc, si vous prenez le cas de l'opposition aujourd'hui ou de la mouvance, pour moi, c'est la Guinée qui a gagné. C'est le peuple de Guinée qui a gagné. Il faut que chacun aujourd'hui puisse comprendre cela et qu'on ramène les débats politiques de la rue, qu'on les amène au niveau de l'hémicycle pour que chacun puisse convaincre les uns et les autres par des arguments valables qui peuvent nous amener à construire le pays et non pas pour détruire le pays au détriment d'un groupe ou d'un homme. Bien sûr, je quitte la tête haute, très satisfaite. C'est pourquoi je suis venue au Niger pour remercier les travailleurs du Niger. Profiter pour, à travers la CNT, remercier tous les mouvements sociaux du monde
m'ont accompagné, qui m'ont soutenu, les femmes, les jeunes, à tous les niveaux. Et donc, je sors la tête haute grâce aussi à mes collègues. J'ai 2 vice-présidents religieux, un musulman et un chrétien. Et nous avons un bureau exécutif, nous avons les conseillers qui sont là. Tous ceux-ci ont accepté une très bonne collaboration, une franche collaboration. Donc ils ont accepté que je monte sur leurs épaules pour atteindre le sommet. Donc c'est le Conseil national de la transition qui a gagné, c'est la République de Guinée qui a gagné, c'est la sous-région qui a gagné parce que la République de Guinée est une référence pour la sous-région, pour le continent africain. Et si nous voulons lutter pour ramener la paix dans le continent africain, je pense que chaque pays doit pouvoir aller se mobiliser et avoir cette vision de fraternité et de collaboration, s'écouter, s'aimer avec amour de son prochain pour qu'on puisse changer la donne dans le continent africain. C'est très déplorable. J'avoue, c'est très déplorable. J'ai le cœur qui saigne parce que quand je vois, on perd des enfants, des femmes sont violées, il y a des destructions. Il y aura une répercussion, pas seulement dans leur pays, mais ça va avoir une répercussion dans tout le continent africain. Donc, j'aurais souhaité qu'on se ressaisisse aujourd'hui à tous les niveaux, que les chefs d'État africains, ou en tout cas les décideurs à tous les niveaux, se concertent pour voir comment pallier à tout cela. Avant qu'on ne demande aide à d'autres, on concède nous-mêmes. Quand on te lave le dos, arrive à te laver le ventre. Et pour ça, je pense que nous avons vraiment des solutions. Ne pas oublier notre propre culture. Parce que là aussi ça aide. Nous avons une culture de paix, nous avons une culture de tolérance. Et il faut que cela soit compris à tous les niveaux. Mais toutes ces destructions ou bien ces tueries, verser le sang humain, ça va nous amener où? Ça approfondit la pauvreté. Ce sont d'abord les travailleurs et leurs familles qui vont en pâtir. Donc moi, vraiment, j'ai mal au cœur, j'ai le cœur serré. Ce n'est pas mon souhait et je souhaite réellement que cela, on puisse trouver des solutions pour que ce pareil violence puisse cesser dans le continent africain. C'est la même chose, le Soudan fait partie du continent africain, ils font partie des 54 pays. Donc tout cela, que ce soit là-bas, que ce soit au Mali, que ce soit je ne sais pas où, tout cela, on est tous concernés aujourd'hui. Et il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on évite l'exclusion. Quelquefois, vous pensez exclure une personne qui a la solution. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire tel est pauvre ou tel n'a pas la capacité. Il faut qu'on arrive à se concerter, à s'écouter et trouver les solutions. Qu'il y ait cette entraide entre les pays africains. Parce que c'est notre continent. C'est notre continent et tout le monde convoite aujourd'hui le continent africain. Je vous dis, le continent africain n'est pas pauvre. On nous a rendus pauvres. Et pour pallier à tout cela, il faut qu'on comprenne. Un jour viendra, j'en suis sûre et certaine, de la même manière, nous courons pour aller vers l'Occident aujourd'hui, si on se donnait la main, si on prenait en compte les préoccupations des uns et des autres, que chacun puisse jouer son rôle, il n'y a pas de raison que l'Occident, là, ils vont nous faire la cour, ils vont courir vers nous. Vous savez, d'abord nous, on est de la CEDEAO, non? Donc on est concerné d'abord, en première ligne, avant les autres Africains. La CEDEAO, au niveau de la CEDEAO, on n'avait jamais connu ce genre de violence.
Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais ce genre de violence, nous n'avons pas. Donc on est tous aujourd'hui dans cette insécurité. Quand tu vois la case de ton prochain brûlée, dis que c'est notre case qui brûle. N'attends pas. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié que dans le continent africain et particulièrement au niveau de la sous-région, tous les pays en ont fait leurs problèmes, ont apporté leur contribution parce qu'on se dit le Mali c'est nous. Nous en Guinée, d'abord nous disons toujours que le Mali et la Guinée sont deux poumons d'un même corps. Donc on est concerné à plus d'un titre. On parle notre dialecte là. Si vous allez, on arrive à se comprendre. Les frontières là, c'est fait par les colons. Donc, moi je pense que il faudrait que l'on trouve vraiment des solutions parce qu'on est tous menacés, on est tous concernés, il n'y a pas que le Mali simplement. Et vous savez, il faut se féliciter des avancées au niveau de la CEDEAO. L'intégration n'est pas encore totale, mais quand même, il y a une avancée au niveau de la CEDEAO qu'il faut apprécier, qu'il ne faut pas détruire. Donc, pour qu'on puisse avoir nous tous la paix, il faudrait que les tenants du pouvoir et tout un chacun puissent s'investir pour ramener la paix. Ramener la paix au Mali, ce n'est pas aider le Mali simplement, c'est aider toute la sous-région. C'est mettre du sang nouveau au niveau de la CEDEAO. Et pour ça, donc, il ne faut pas que les autres pays isolent le Mali. On est tous concernés. Il faut qu'on lutte pour que la paix puisse revenir au Mali. Et en ramenant la paix au Mali, c'est ramener la paix au Niger, c'est ramener la paix en Guinée, c'est ramener la paix en Côte d'Ivoire, au Burkina, partout au niveau de la CEDEAO. Madame la Présidente, je vous remercie. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et à vous les médias aussi qui nous aidez à communiquer et à donner les informations de ce genre. Que Dieu vous donne la paix de cœur. Et merci beaucoup, je vous souhaite plein succès. Merci madame.